Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver en ce jeudi matin. On espère que vous avez passé un bon début de semaine. Nous, actuellement, on est censé être au Puy du Fou, donc j'espère que ça sera bien. On aura du beau temps et pas de la pluie. Ouais, qu'on aura du beau temps. Cette semaine, on vous fait un épisode sur les red flags à repérer lors d'une visite. On avait déjà fait un réel sur la flouserie. Et il a plutôt bien marché. Et il y en a qui étaient d'accord, d'autres un peu moins d'accord. Donc on pense que c'est une bonne idée de vous donner nos conseils sur lorsque vous visitez, qu'est-ce qui est bien de repérer. Je suis totalement d'accord là-dessus. Excuse-moi, je pensais. Tu vois, c'est pour essayer de pas te couper la parole, des fois je te laisse Ouais, parler, et exactement, puis il y a un j'étais là. blanc, je suis en mode ah. J'étais là, c'est à vous le flambeau, messieurs. Merci pour la passe D, du coup. Du coup, pour revenir, oui, effectivement, sujet un peu classique de repérer un peu les choses à voir au moment d'une visite, mais finalement là aujourd'hui avec tous les retours qu'on a, avec l'expérience qu'on a aussi, parce que je pense on en avait peut-être déjà parlé il y a presque 2 ans ou au moins 1 an et demi de ça, mais aujourd'hui on en a repéré des nouveaux. Il y a plus de choses qu'on pense qui sont importantes de regarder qu'on regardait peut-être pas il y a 2 ans. Là par exemple, si on fait une visite demain, la liste des red flags qu'on va vous donner, c'est vraiment tous les points qu'on va vérifier. Et comme ça a un peu évolué, on s'était dit que c'était pas mal de refaire un point là-dessus et qu'en tout cas vous, ça pourra vous servir pour faire des visites, parce qu'en plus là on arrive en mai. Souvent quand on veut faire un projet IMO, on le fait plutôt au printemps, à l'été, parce qu'il fait chaud, il fait Il y a un beau, et renouveau. il y a il y a un renouveau même moral sur vos projets, donc je pense que c'est le bon moment pour en parler. Le premier red flag, et ça, je pense que si vous cherchez des biens, en soi, vous y êtes quand même normalement un petit peu alerte, surtout si c'est une ville que vous connaissez, c'est le quartier et comment est-ce que ça se passe dans le quartier. Ça, c'est vraiment important. Prenez le temps de, quand vous allez visiter un bien, de faire un petit tour du quartier. Est-ce que ça craint? Est-ce que les bâtiments sont délabrés? Tu vois, ça, c'est vraiment important. Et franchement, je pense qu'on peut visiter un très bon bien. Mais si vous êtes dans un mauvais quartier, le problème, c'est qu'il y aura que des problèmes à gérer après, je pense. D'un point de vue des locataires, surtout. Oui, ça je suis assez d'accord là-dessus. C'est souvent un peu un conseil que vous retrouvez partout. On vous dit oui, l'emplacement dans l'immobilier c'est primordial. Je suis d'accord là-dessus, et surtout d'éviter les mauvais emplacements. Parce qu'en réalité dans l'immobilier vous avez des très bons emplacements qui malheureusement seront toujours ceux qui seront les plus valorisés, et là où ça sera compliqué d'avoir de la rentabilité. Après vous avez tout le reste, c'est-à-dire je pense que dans l'immobilier, si on retire les 10% qui sont très bien placés, vous en avez peut-être 70% qui sont corrects. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va être des quartiers qui sont pas incroyables, mais qui sont pas mauvais non plus. Et c'est là que vous allez trouver de la rentabilité, que vous faites des beaux projets pour vos locataires. Et après, pour moi, il y a 20% vraiment de quartiers ou d'emplacements à éviter, parce que vous allez avoir des squats, parce qu'il y a des problèmes de délinquance, voire de trafic de drogue, que c'est des endroits où il y a des dégradations, des voitures qui sont brûlées. D'ailleurs, normalement, quand vous passez dehors, il n'y a pas de femmes, d'enfants dehors. Vous avez des gens qui vous regardent avec des regards insistants. Vous voyez Sans zone. des tags sur les bâtiments, Ouais. les poubelles qui sont renversées, les locales techniques qui sont défoncés, etc. Ça, c'est vraiment des signes où même si sur le papier, aller dans cette résidence, sur cet immeuble, c'était rentable, vaut mieux éviter. Et nous, c'est quelque chose auquel on fait attention et qui est important à regarder. Je pense même que si jamais vous allez dans une ville que vous connaissez pas spécialement pour un investissement, c'est bien de se renseigner sur la ville, c'est bien de faire un tour dans la ville, c'est bien de demander éventuellement si vous connaissez des gens qui y sont, ou même parfois les commerçants, si vous allez dans un magasin, etc., de me demander ce qu'ils pensent du quartier, etc. De pas rester uniquement sur ce que vous dit l'agent immobilier, parce que forcément lui il va toujours habiller la mariée de manière Il veut vendre, exactement, il forcément. va habiller la mariée de manière positive. Et c'est là qu'on se rend compte, je trouve, quand surtout on parle d'insécurité, qu'en réalité plus vous allez aller dans des petites villes, moins la sécurité sera souvent un problème. C'est-à-dire qu'en réalité, vous pourrez trouver des immeubles à 10% de rentabilité dans des petites villes qui font, je sais pas moi, 5-10 000 habitants. Et parfois, vous aurez beaucoup moins cette problématique de l'insécurité que forcément dès que vous êtes dans une ville de 300 000 habitants, ou même parfois dans des quartiers qui peuvent sembler sur le papier intéressants, ou qui étaient des quartiers qu'on considérait un peu comme bourgeois il y a encore 10 ans, qu'en réalité aujourd'hui c'est devenu des taudis d'insécurité, qu'en réalité même si des fois vous avez un décalage dans l'immobilier entre le moment où il y a des problèmes qui y apparaissent et le moment où le prix baisse. Et nous on le voit, par exemple Montpellier c'est un très bon exemple pour ça. Vous avez des quartiers que n'importe qui se dit ah non mais ça c'est vraiment un excellent quartier pour acheter, les prix sont encore élevés. Et en réalité quand on voit l'évolution du quartier, pour moi c'est des quartiers où les prix vont baisser dans les 10 ans qui viennent, parce que plus personne ne veut vivre là, que les gens déménagent, et que c'est des quartiers où l'insécurité est très importante. Exactement. Deuxième red flag, quand vous arrivez, pardon, essayez d'inspecter un petit peu la façade, voir si elle est fissurée.
Pourquoi je dis ça? C'est qu'en réalité, ça peut paraître pas important parce qu'en soi, enfin, le sol bouge d'une manière générale. C'est pas anormal de voir quelques fissures, mais nous, je sais qu'on a un immeuble dans une ville qui est plutôt moyenne. Le bâtiment d'en face, il a été, complètement démoli et il y en a un autre qui doit être démoli un peu plus loin. Donc ça existe quand même des biens où, quand c'est comme ça, le propriétaire, en plus, n'est pas indemnisé, hein. Je veux dire, Ah il oui, contribue, même il doit payer à la démolition, de son immeuble. ah oui, oui, ça vraiment la démolition d'un immeuble, je pense que c'est un peu ou Ça se l'effondrement, Ah c'est un ouais. peu le pire cas pour un investisseur Ah ouais, immobilier franchement, et effectivement les fissures, c'est des choses que vous devrez regarder. Après, bon, il y a les fissures, qui vont faire, l'effondrement d'un immeuble et il y a les autres fissures qui sont un peu plus classiques, mais déjà une façade, ça peut avoir un certain coût quand faut la refaire et si c'est juste un coup de peinture, ça peut aller. Si maintenant il faut, refaire de l'enduit à la chaux, remettre la pierre, apparente pour après la réenduire dessus, ça peut vite coûter beaucoup en main-d'œuvre. Donc c'est des choses que vous devez regarder de manière assez importante. Vous allez également pouvoir regarder si vous avez des fissures à l'intérieur, donc mmh. notamment dans les parties communes. Souvent les parties communes, celles qui sont le rénovées le moins souvent. Donc s'il y a des fissures qui doivent apparaître, c'est souvent là que vous les verrez. Des escaliers qui commencent à se décaler, des murs qui ne sont plus droits, qui sont fissurés. Après attention, les murs pas droits, nous on en a dans certains Oui, immeubles. dans le centre-ville, C'est ouais. des fois pas si grave parce qu'en réalité, vous pouvez avoir un mur qui n'est plus très droit. Si vous n'avez pas de fissure dessus, c'est probablement que le mur n'est plus très droit depuis tellement de temps qu'il n'a pas bougé. C'est plutôt vraiment toujours la présence de fissures qu'on va rechercher. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles vous devez faire attention. Là-dedans, toujours dans un peu le gros œuvre, vous avez la toiture Ouais, ça, c'est qui va super important. qui va avec, donc notamment si la toiture elle est bâchée, si vous avez pas de moyen d'y accéder, etc. Ça c'est vraiment des points où vous devez faire attention. Et la raison c'est que ça va souvent être des travaux qui vont être très coûteux, voire parfois impossibles à faire à des prix raisonnables. Il y a des endroits où malheureusement renforcer la structure d'un immeuble, ça va coûter plus cher que l'immeuble en lui-même. Donc vraiment faut faire assez attention là-dessus. Et la toiture, ouais, parce que surtout, en plus, enfin, si elle est à refaire, c'est un argument de négo et ça serait con de passer à côté parce que, si le bien est vraiment intéressant, mais que la toiture est à refaire, pourquoi pas à la limite, hein, mais il faut que ce soit prévu dans le coût Ouais, dans la négo, quoi. faut que vous sachiez exactement qu'éventuellement vous aurez quelque chose à avoir là-dessus. C'est pour ça que des fois, quand vous faites un premier investissement, passer par des appartements qui sont copropriétés, ça peut avoir un avantage là-dessus. Certes, nous on n'aime pas trop les copropriétés, ça fait des frais, mais après on va dire que les problématiques de gros offres de toiture, c'est des choses qui sont quand même suivies par la copropriété. Alors attention, hein, c'est pas parfait. Il y a des fois où en réalité la toiture elle est à refaire et personne s'en est aperçu. Mais de manière générale, ces questions-là de fissures de toiture, c'est plutôt quand vous allez vraiment acheter des immeubles de rapport où vous êtes en monopropriété. Quand vous êtes en copropriété, c'est moins grave, mais c'est quand même, je pense, important de regarder un peu l'aspect global des parties communes. Est-ce que c'est bien entretenu? Est-ce que il y a des fissures quand même? Est-ce que les murs sont droits? Après, là aussi, ça va dépendre aussi de l'année de construction de l'immeuble. Forcément, les immeubles en pierre qui ont été construits dans les années 40, 50, 60, souvent vont avoir plus de problématiques comme celle-ci, alors que dès que vous arrivez dans les années 70-80, quand on commence à construire des immeubles en béton armé, vous avez moins ce problème-là. Vous allez aussi avoir probablement des immeubles en briques. Ça, nous, les immeubles en briques, on Ouais. aime bien parce que la brique, pareil, c'est assez résistant, ça tient dans le temps, ça bouge moins que la pierre. Donc voilà, c'est des choses auxquelles vous devez vous renseigner et que vous devez voir quand vous voulez acheter un bien immobilier. Mmh. La dernière partie, je pense que dans ce type de problème de fissures et cetera, c'est les parties communes. Pourquoi? Parce que nous, on a fait plein de visites où en soi les apparts étaient OK. Alors les parties communes, tu dégradé à chaque fois, où le mur s'effrite, où les dégâts des eaux ont pas été traités et ça aussi en vrai c'est quand même important de regarder, je pense. Oui, déjà rien que pour quand tu vas voir un candidat à la location, Ouais, ça fait pas bonne, ça impression, ouais. la première impression est toujours importante. Si vraiment les parties communes sont très problématiques, c'est souvent un point négatif. Et puis c'est aussi une preuve de l'entretien de l'immeuble par le propriétaire. Je sais que nous, nos C'est vrai parties que ça ment communes pas sont ça, ouais, ouais. pas parfaites, mais je sais qu'on fait assez attention à ce qu'elles restent quand même dans un globalement bon état, que ce soit pour les locataires qui y vivent, parce que plus c'est en bon état, plus ils vont avoir Envie d'en prendre soin, envie je d'en prendre pense, ouais. soin, ou si jamais un jour on décide de le vendre, que la personne qui vient visiter, elle se dise ok, les parties communes sont bien et pas il faut tout démolir, quoi. Ouais, exactement. Les traces d'humidité. Alors ça,
Vraiment, ça, c'est super important. Je me rappelle d'une visite, je sais pas si tu t'en rappelles de ce truc-là? Si j'en souviens. C'était un bien en off market en plus, hein, et alors le bien était intéressant, d'un point de vue, Ah, sur le papier, il était une pépite. et une pépite, et en fait, putain, on est rentrés dans chaque appartement, et je me rappelle plus, par contre, ça devait être au deuxième. Il y avait en plus un locataire qui vivait là. On est entrés dans la salle de bain et une couche de moisissure sur les murs de la. Elle était en 3D, la moisissure. Mais Je pense j'avais qu'elle faisait jamais 5 vu millimètres d'épaisseur. j'avais jamais vu ça de ma vie, et vraiment je me disais: «Mais what the fuck?» Et alors il y avait quand même une VMC, il me semble, hein. Il y avait quand même une VMC, tout à fait. Et en fait, c'était un problème parce que, en fait, le locataire, enfin, on se rend pas compte, mais des infections fongiques comme ça, c'est ultra dangereux pour la santé. Enfin, je veux dire, le mec aurait tout son droit de vous attaquer pour ça, je pense. C'est ça. Et même pour vous, ça en dit beaucoup sur comment tu dis, le taux d'humidité dans votre bien. Et vraiment, ça, c'est vraiment red flag de fou, je trouve. Ah ouais, pour moi, ça, vraiment, l'humidité, les moisissures, très très gros red flag. Il y a des cas où vous pouvez le régler, où effectivement, s'il n'y a pas de VMC, ou si c'est un manque d'aération, des fois vous avez aussi des locataires qui vont mettre trop le chauffage ou pas le chauffage. Enfin, il y a différents cas où ça peut s'expliquer, ou par exemple des apparts qui sont trop encombrés, vous avez des trop gros meubles devant tous les murs, etc. Ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que vous auriez des traces d'humidité ou des moisissures qui vont apparaître. Mais si c'est pas le cas, ça peut souvent venir tout simplement d'une mauvaise isolation du bien, d'un problème de fuite qui a pas été résolu, que ce soit des fuites via la toiture et l'étanchéité du bien, ou parfois des fuites dues tout simplement au fait que les arrivées d'eau sont trop anciennes, que vous avez parfois des toutes petites fuites d'eau dans les murs porteurs, que ce soit de votre immeuble ou de l'immeuble à côté. Et ça, c'est des choses où en fait vous n'arriverez jamais à régler les problèmes d'humidité ou de moisissure. Et moi personnellement, même si le bien est intéressant, si je vois qu'il y a ce type de problème, je préfère pas y aller, parce que en réalité vous allez devoir dépenser de l'argent, vous allez perdre de l'argent sur des loyers potentiels avec des locataires qui prendront pas l'appart ou qui partiront rapidement, et ça risque de vous coûter beaucoup d'argent pour régler ce type de problème qui pourtant à la visite n'est pas forcément ce que vous allez le plus retenir. Moi je vous dis vraiment de faire très attention là-dessus. Vraiment dans le bâtiment, l'eau et l'humidité de manière générale, c'est vraiment les pires ennemis de la bonne vie et du bien-être à long terme de vos locataires et de votre immeuble. Ça, on a acheté un immeuble comme ça où il y avait eu un dégât des eaux alors c'était au deuxième, je crois. Je sais pas si tu te rappelles. Et en fait, vu qu'on avait évalué que le dégât des eaux en soi était pas très grave, on avait demandé au compromis que ce soit réglé pour la vente. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si vous voyez qu'en fait, soit le locataire, soit le proprio, soit l'agent vous dit que ah oui, c'est vrai, il y a eu un petit dégât des eaux et que ça n'a pas l'air d'être pris en charge. En fait, tout le monde est censé être rassuré, donc il faut qu'il déclare le sinistre et que ce soit réglé pour la vente. Et c'est pour ça que c'est important de faire les visites juste avant la vente pour être sûr que les points comme ça ont bien été vérifiés. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est souvent si vous visitez un bien qui a un dégât des eaux, vous voyez avec l'agent immobilier, soit le propriétaire a prévu de faire quelque chose, de le déclarer à son assurance, de le faire réparer, et auquel cas ça devrait être marqué dans le compromis, soit ça ne l'est pas, et auquel cas c'est un argument pour vous de faire baisser le prix plus ou moins de ce que ça va vous coûter en travaux. Exactement. Les locataires. Alors ça, c'est un vaste sujet. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que nous, c'est quand même un argument de négo pour nous quand il y a déjà des locataires en place. Parce que souvent, par expérience, les locataires qu'on n'a pas choisis, ça se passe moyennement bien généralement. Et d'autant plus quand on se rend compte à la visite que leur appart, il est pas spécialement propre ou bien rangé, que ils parlent pas bien du propriétaire actuel si on est avec un agent IMO. Bon, tout ça, c'est un peu des red flags parce qu'en fait, souvent, c'est des gens à problème. Ils vont vous embêter pour payer le loyer, ils vont vous embêter parce que y a un truc qui s'est décroché, qu'ils savent pas le remettre. Nous, on avait eu des gens qui nous avaient emmerdés pour des ampoules. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment à faire attention. Et n'hésitez pas à parler avec les locataires d'ailleurs. Il y a pas si longtemps, t'avais visité un immeuble. J'y pensais justement. Moi, j'y étais pas allée. C'était en off-market, je sais pas. Oui, c'était du off-market. Et c'était gros quand même, non? Il y avait plusieurs En lots. fait, c'était un lot de 2 immeubles, il y avait 10 appartements en tout, et on était à 11% de renta avant négociation. Donc sur le papier, pareil, un super bien, etc. Et le problème, c'est qu'effectivement, j'ai fait la visite. Je pense que le propriétaire, il mettait un peu tout ce qu'il trouvait en locataire, il les sélectionnait pas bien. Et vraiment, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait le retour à l'agent IMO. Je lui ai dit que je ne ferai pas d'offre sur ce bien parce que
on sentait le nid à problème. Vraiment dans le sens que, bon, l'immeuble était, on va dire, en moyennement bon état, les apparts étaient pas incroyables, il y avait besoin d'un petit coup de rafraîchissement et le problème, c'était vraiment que les locataires, on sentait que c'était des locataires qui étaient, sales, qui prenaient pas soin des choses. Il y a 2-3 appartements, vraiment, quand je suis rentré dedans, c'était une odeur parce que des fois, vous avez comme ça des locataires qui vont vivre avec, 3 chiens, 4 chats dans un studio. Vous imaginez l'odeur entre les bacs, ça sent le chien, ils aèrent pas et cetera. Il fume Ils généralement. fument en plus, donc vous avez tous les murs qui sont jaunes, ça sent la clope, et cetera. Enfin, moi, c'est des choses auxquelles je fais quand même relativement attention parce que, bah, en réalité, quand vous êtes quelqu'un de propre, vous voulez louer à vos locataires des appartements propres et vous voulez qu'ils les gardent propres, quoi. Et c'est vrai que nous, la saleté locataire, on y fait attention parce que aussi, nous, dans le temps, on a eu trop de soucis avec des problématiques. Encore dans le dernier épisode de la semaine dernière où on parlait qu'à l'état des lieux, on avait dû refaire le ménage Ah oui, pour ouais, une parce que locataire, et cetera, parce qu'elle l'avait pas bien faite. Donc vraiment, ça, c'est des trucs auxquels on fait attention. Et si jamais on visite comme ça un bien où il y a déjà des locataires en place, s'ils sont trop sales ou qu'on sent que l'appartement est en train de se dégrader parce qu'on voit que c'est des gens qui prennent pas soin, je sais que c'est des choses auxquelles nous on fera attention. Soit on donnera pas suite sur le bien, soit on fera une négociation en disant bon ben voilà, votre appartement, ok, peut-être qu'il vaut 100 000 euros, mais dans pour le l'état dans lequel locataire, il est ouais. avec le locataire, pour moi ça vaut 70, quoi. Tu te rappelles aussi une fois, on avait visité, c'était le proprio en plus qui nous avait fait visiter. L'immeuble était pas si mal placé en vrai dans la ville, c'était une des raisons pour lesquelles on était allé les visiter. Et franchement, plus on montait les étages, moins on sentait que ça allait le faire parce qu'on arrivait dans et je pense qu'on l'a déjà raconté un peu sur le podcast, dans un appartement, on rentre et alors il nous explique que c'est quelqu'un qui est en situation d'irrégularité des papiers, il a eu des problèmes d'impayés et alors qu'il est syrien, mais je veux dire l'appartement ressemblait à la Syrie, quoi. Il y avait des espèces de drapeaux au mur, écrits en arabe, je suppose que c'est, ou en syrien, je sais pas comment on dit. Heu, même pas un matelas au sol, c'était une espèce Tapis de avec tapis un oreiller dessus. avec un oreiller, plein de téléphones portables, enfin, je veux dire, et 0 meuble, bien Ouais. évidemment, bah, pas propre, genre des déchets de nourriture toute prête, et cetera. Et on s'est dit: «Mais» Bah ça ressemble à un squat. on était là: «Mais what the fuck?» Il nous disait: «Non, mais il est très gentil». On était là: «Oui, mais enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est des problèmes, ça». Ah oui, c'est sûr, Et lui, il c'est était convaincu de son truc. Il m'a dit: ouais. «Franchement, des fois, en fait, c'était un marchand de sommeil parce qu'au final, il le faisait payer, le taudis, il le faisait quand même payer assez cher. Je crois que c'était 260 € par mois. Moi, je fais pas vivre quelqu'un là-dedans, quoi. Donc, c'était Bah un giga complètement. marchand de sommeil En et en fait, forcément, c'était des problèmes. Surtout que ça vraiment c'est des choses auxquelles vous devez faire super gaffe parce que il y a plusieurs raisons. Déjà il y a le cas où tout simplement ne soyez pas des marchands de sommeil parce que ça se retournera toujours contre vous, soit vous aurez des problèmes avec vos locataires, soit à un moment donné c'est la mairie ou les services du préfet ou et cetera qui vous tomberont dessus. Dites-vous que nous, malgré toutes les précautions qu'on prend, on a réussi à se manger un arrêté Ouais, d'insalubrité sur un exactement. appart qu'on avait donné en bon état à une locataire. Donc regardez bien aujourd'hui dans quel pays on est, donc faites très attention à ça et puis même tout simplement je pense que pour l'estime de vous-même et l'estime que vous avez de vos locataires, faites les choses bien et dans des appartements qui sont propres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut aussi faire attention, c'est quand les locataires parlent mal du propriétaire, Ouais. ça sous-tend souvent des problèmes futurs et je sais que nous, bon, on vous dit, on essaie de garder une certaine distance avec nos locataires, mais on a envie que ça se passe bien, on n'aime pas ça, gérer les problèmes, les conflits, c'est toujours un petit peu embêtant et vraiment, c'est des choses où si le locataire actuel, il parle super mal du propriétaire, ça veut dire qu'ils ont un contentieux en cours où il y a un contentieux qui peut être naissant et malheureusement souvent c'est plutôt le locataire qui est en tort dans ces cas-là. Enfin souvent quand on visite, moi c'est plutôt ce que je me dis et que en réalité si nous on devient le propriétaire demain, on aura les mêmes problèmes que le propriétaire actuel avec ses locataires. Donc c'est pour ça que moi aussi c'est un red flag où je me dis OK, ça va pas le faire avec ce locataire-là. Ouais. Après c'est à vous de voir, hein. Il y a des cas où, par exemple, si vous achetez un immeuble, je sais pas moi, de 5 appartements, qu'il y en a un où il y a un mauvais locataire dedans, ça peut valoir le coup. C'est toujours pareil, hein, pour faire une bonne affaire, des fois, il faut toujours prendre un petit peu de risque. Mais moi, par exemple, pour revenir sur le bien off-market que j'avais visité, dont tu parlais tout à l'heure, vraiment, sur les 10 locataires, pour moi, il y en avait 6 qui posaient problème. Donc forcément, pour moi, c'était hors de question d'acheter un truc où Bah il y oui, avait parce que 6 problèmes potentiels qui allaient se déclencher, quoi. il y en avait une qui avait plein de chats, l'autre qui était complètement défoncée quand, vous êtes Ouais. rentrés, elle savait même plus comment elle s'appelait, Ouais, il y en avait un, en fait, on a fait la visite à 18h et en fait, à 18h, il s'est énervé en disant: ça se fait pas de réveiller les gens et cetera». Sauf que, mon ref, il est 18h, quoi. et en plus, c'est le 1er truc que tu m'as dit, tu m'as dit: «En vrai, Ouais. le truc, il est bien». Il y en a un qui ah oui, Mais c'était les ça locataires, cette anecdote, elle est incroyable. Il y en a un, il vivait sans le courant. ah oui, oui, Il y a c'est il y a vrai. pas d'électricité dans Il son y a pas appart d'électricité, oui. et genre l'agent immobilier lui a dit: «Mais vous vivez sans électricité?» et l'autre, il a dit: «Oui, oui, mais c'est parce que je m'en vais bientôt».
Donc le Non, mec pas du vivait tout. sans Non, mais électricité pas dans du son tout. appartement. Enfin vraiment genre, des fois vous tombez sur des cas, c'est incroyable. Inimaginable. Prochain red flag et ça, ben, vous l'avez dit lundi un petit peu, enfin, je pense qu'on n'a pas besoin de trop l'utiliser, c'est, quand il y a qu'un seul compteur et en vrai, j'ai l'impression que ça se retrouve, de plus en plus. Je veux pas taper sur les boomers, mais quand même, d'une manière générale, j'ai l'impression que c'est eux qui ont eu la flemme à chaque fois de diviser correctement les Alors que c'était appartements. beaucoup plus facile à leur époque pour le coup, on a les preuves. Ouais, franchement, et alors que maintenant, bah, vous le voyez un petit peu avec nous, ce qui se passe avec Enedis. Honnêtement, si vous devez changer les compteurs, je pense que s'il y en a plusieurs à poser, c'est minimum 1 an. Un Oui. an et pour vous donner un ordre de prix, nous, on en a eu 10 des compteurs ou 9? On a eu 10 compteurs, on lâche grosso modo 10 000 à Enedis plus 4 000 Ouais, de travaux de travaux préparatoires, ouais. préparatoires. Donc on a 14 000 € pour 10 compteurs. Voilà, donc ça, c'est des choses, à prendre en compte et vraiment à ne pas sous-estimer parce que la vérité, c'est que c'est très long. Alors je pense que si les locataires sont en place, c'est peut-être un peu moins chiant que nous, par exemple, Oui, parce qu'en fait, nous, on loue pas. Nous, à la limite, si on ouais, avait un compteur et que on avait déjà nos locataires et que c'était simplement qu'on attendait qu'ils aient leur compteur individuel, ça serait moins grave. C'est pour ça, quand c'est des situations où, par exemple, je sais pas, moi, vous avez un compteur pour 3 appartes, mais que ça tourne actuellement, vous pouvez vous dire, bon, ben, c'est bon, même si ça prend un peu de temps et qu'Enedis, c'est moins grave. Mais la problématique, c'est que c'est vite des complications administratives et un surcoût sur vous, sur votre projet et pas se fier à l'agent immobilier en mode, non, non, mais vous inquiétez pas, 700 €, on a eu non, un pas du devis. tout, Non, non, pas pas du du tout, tout. ça coûte plus cher que ça. Surtout que là, nous, on vous dit ça nous coûte grosso modo 15 000 € pour 10 compteurs. Vous pouvez faire une moyenne à 1 500, mais il faut pas oublier que nous, c'est facile parce que, entre guillemets, on a tout rénové à neuf, etc. Prenez un vieil immeuble dans un centre-ville. Aujourd'hui, avec les nouvelles normes, les nouvelles contraintes Enedis, des fois, vous n'allez pas pouvoir passer là où passaient les anciennes lignes électriques. Donc, des fois, c'est des travaux qui sont plus lourds, qui sont plus compliqués, qui vont nécessiter plus de travail par votre électricien en travaux préparatoires avant que le prestataire d'Enedis puisse intervenir. Donc, en réalité, des fois, ça peut vite vous coûter 2 500, voire 3 000 € par compteur. Donc en fonction du nombre que vous avez besoin, ça fait rapidement un surcoût qui peut être relativement important, sans oublier la partie administrative qui est compliquée. Il faut demander l'accord à la mairie, il faut faire un dossier sur le site d'Enedis, etc. C'est très 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 compliqué aujourd'hui de rajouter des compteurs individuels électriques dans des biens existants. Donc vraiment, quand vous visitez un bien, toujours vérifier que chaque appartement, chaque lot a bien son compteur individuel. Et juste, ça me vient là quand on est en train d'en parler, mais généralement quand il y a qu'un compteur, pensez à demander un petit peu au niveau du cadastre comment est répertorié le bien. Parce que souvent, en fait, enfin, les institutions administratives, souvent ne savent pas que c'est plusieurs appartements. Oui. En fait, ça, on s'en est rendu compte des fois où des mecs qui ont transformé des locals en habitation et en fait, au niveau des impôts, c'était toujours répertorié comme bien professionnel alors que pas du tout. Et le problème, c'est que ça change quelque chose sur votre taxe foncière. Et même quand vous allez vouloir revendre, d'ailleurs, bon, déjà, vous allez le voir à l'acquisition, ça risque de poser problème. Et quand vous allez devoir revendre, bah, vous risquez d'avoir des frais. Ça aussi, c'est vrai que tu peux C'est le ranger un peu dans la même case, ouais, c'est dans les cas où justement l'ancien propriétaire a fait des divisions qui ont été déclaré. mal déclarées, ou en réalité il y a parfois de la surface habitable qui a été créée qui Il a pas été n'a pas déclaré. été Ouais. déclarée, donc entre guillemets c'est vous qui reprenez la responsabilité dessus avec les problèmes que vous pouvez pas avoir avec l'État. Il a peut-être fait des travaux qui étaient soumis à autorisation qui n'ont pas été déclarés, donc c'est pareil, s'il a fait les travaux il y a 15 ans c'est pas grave, mais s'il les a fait il y a 5 ans ça peut être beaucoup plus problématique. Donc ça c'est des choses à faire attention. Là-dedans, vous pouvez aussi ranger un peu tous les propriétaires qui vont surexploiter un bien ou suroptimiser, c'est-à-dire vous voyez une annonce sur le papier, vous êtes à 10% de renta, ça a l'air intéressant, et quand vous arrivez sur place, vous vous rendez compte qu'en fait, sur le papier, c'était un local commercial que le mec a redivisé en 3 studios, alors que du coup, il a pas demandé une autorisation pour passer le local commercial en habitation, il a pas demandé l'autorisation pour faire 3 studios à l'intérieur, les 3 studios respectent parfois pas les normes au niveau de la salubrité, des entrées d'air, de la luminosité, etc. Ils n'ont pas leur compteur individuel. Enfin, faire attention des fois quand vous avez comme ça des propriétaires qui ont optimisé un bien, et vous, entre guillemets, quand vous l'achèterez, entre guillemets, vous pourrez pas vous-même optimiser derrière. Donc vous prenez simplement le risque que si jamais il y a un problème, vous devriez remettre comme c'était fait avant et qu'en fait ça baisse votre rentabilité parce que vous n'arrivez pas à aussi bien exploiter. Un peu en lien là aussi là-dessus, l'autre problème que vous pouvez avoir, c'est un propriétaire qui loue trop cher ses appartements. Donc pareil, sur le papier, il vous annonce
annonce une super belle rentabilité, etc. Le problème, c'est que si il loue ces T2, je sais pas moi, à 500 € alors que dans la ville ça se loue 400, le problème c'est que probablement qu'au départ du locataire, vous n'arriverez pas à relouer à Relouer. un autre locataire à 500 € par mois. Donc ça veut dire que vous risquez une baisse du loyer à la relocation. En réalité, on voit plus souvent Cas inverse, le cas inverse, le cas où c'est sous-loué, enfin c'est loué un peu en dessous du prix du marché. Vous pourrez le relouer potentiellement un peu plus cher, mais on a déjà vu le cas inverse où c'était loué trop cher. Ouais. Le dernier red flag, je pense, c'est si l'agent immobilier ou le vendeur sont pressés. Ça, c'est un peu comment on appelle ça, du soft skill, je pense. Oui, Essayer de rester émotionnellement calme et comment on peut dire, pragmatique, tu vois. pas de FOMO, y compris dans Et l'immobilier. oui, voilà. Souvent, en fait, s'ils font ça, c'est qu'ils ont personne d'autre derrière ou que. Alors, le vendeur peut être pressé, ça, je peux l'entendre. Souvent, c'est souvent des divisions, enfin des successions, pardon, des divorces, etc. Là, je peux comprendre qu'ils soient pressés, mais vous ne soyez pas pressés. C'est-à-dire que, alors, soit c'est un one shot, effectivement, faut se bouger un petit peu, soit il y a des points à négocier et à ce moment-là, ne vous précipitez pas, même si vous disent oui, il faut faire une offre ce soir, on verra les papiers après, machin, truc. Non, non. On est stratégique, on est, comment tu dis ça, organisé et surtout on se laisse pas déborder émotionnellement parce que un bouc vous met la pression. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ça, c'est vraiment un point auquel faut faire attention, de pas, comment dire, ne pas faire attention au fait que si justement le vendeur est très pressé pour Ouais, vendre, pour moi en général, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Après, bon, des fois, il est juste pressé, son bien est bien, ok. Des fois, il est pressé parce qu'en réalité, il a des problèmes sur le bien, parce que peut-être que il y a des problèmes avec la mairie, des problèmes avec un locataire. Donc voilà, ça, c'est des points à faire attention. Il y a un petit dernier red flag auquel on n'a pas eu le temps de parler, c'est l'absence de fibre optique dans un bien. ah oui, Parce que le déploiement de la fibre optique, c'était gratuit il y a pas si jusqu'à longtemps, ouais. récemment. Et le problème, c'est que si jamais l'immeuble n'a pas été raccordé à la fibre optique au moment où il faisait le déploiement gratuitement, parfois, quand vous allez devoir le faire après, Ça ça risque coûte. de devenir payant. Donc ça, c'est des choses auxquelles maintenant, on va faire attention, nous, quand on va visiter des biens. Est-ce que le raccordement à la fibre optique a été fait ou pas? Nous, en tout cas, sur nos biens actuellement, c'est le cas sur tous. Donc ça, Oui. au moins, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles vous devez aussi faire attention et auxquelles on pense pas forcément. Surtout qu'ils ont annoncé que la DSL allait être supprimée Ah, prochainement. je savais pas, OK. Alors pas demain, mais peut-être dans 3-5 ans. Donc le problème, c'est que à la limite, t'as pas la fibre optique, tu peux encore te dire que tu passes par la DSL. Bientôt, tu pourras plus passer par la DSL, donc il te restera Starlink, Starlink D'Elon d'Elon Musk, Musk. quoi. Donc c'est pour ça que ça, c'est aussi des choses que vous devez un peu faire attention, comme pour les compteurs électriques. Ah, mais je crois que mon père, c'est ça qu'il disait la dernière fois. En fait, il me dit: «J'ai pris Starlink, d'Elon Musk» et j'étais là: «Why?» et je dis: «Pourquoi? Genre, tu as juste à demander à Orange, ils tirent la fibre et c'est fini». Il m'a dit: «Non, non, j'ai fait le devis» et je crois qu'en vrai, c'était salé, hein. C'était genre, 700 €, un truc comme Ah, ça pour pour installer la fibre. ouais Ok. et il m'a dit: «Du coup, je suis allée voir Elon, c'était moins cher et plus efficace». Ah oui, J'étais: non, mais ça c'est sûr. «OK, père». Est-ce que peut-être tu as, des conseils à donner quand tu vas faire une visite, d'une manière générale, comment est-ce que tu procèdes et surtout ce qu'il faut faire, quoi? Oui, déjà, tour du quartier, repérage en amont, ça c'est important. Essayer d'arriver en avance ou de prendre un temps après la visite pour faire un tour du quartier. Essayer de visiter l'intégralité du bien, y compris les combles, y compris les caves, y compris les garages, etc. C'est vraiment de voir l'intégralité du bien pour ne rien laisser au hasard. Toujours y aller un peu, moi j'appelle ça le kit de la visite. Donc c'est d'avoir une frontale et un mètre laser avec vous. Donc la frontale, Julien, c'est il parce est que trop c'est drôle avec ta tu trop drôle avec ta bah ouais, frontale à mais bon, chaque en fois. fait, combien de fois on a visité des trucs où des Il y fois a pas les legs, en fait, il y a des pas de fois, ouais. legs, vous avez besoin de vos 2 mains pour rentrer parce que des fois c'est serré et en fait quand vous avez une frontale, c'est tellement pratique pour voir devant vous. Donc Surtout la toiture, ça, c'est le truc de Julien, c'est de monter avec sa frontale voir la toiture, ça me fait trop ouais, rire. Mais ouais, en ouais, vrai, c'est tu raison parce que c'est super ah mais important. c'est vraiment important. Essayez de prendre des photos et des vidéos aussi pour vous souvenir du bien. Moi, souvent, je prends en photo et en vidéo, particulièrement quand je vois des taches d'humidité, quand je vois des défauts, des red flags, j'essaye de les immortaliser pour pas les oublier. Et pareil, prendre en photo tous les compteurs Enedis, ça peut vous permettre, quand vous refaites le compte à la maison, de bien vous dire, bah, je sais pas, j'ai vu 4 appartements, est-ce que j'ai bien vu 4 compteurs Enedis? Voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Est-ce que récupérer les diagnostics à l'avance après, je sais pas si ça se fait vraiment, tu sais, à Si tu l'avance, peux comme les les avoir à charges de l'avance. copro aussi, d'avoir une petite idée, tu vas pas avoir les PV en détaillé, mais Ça, pour moi, tu peux les regarder après. T'as pas après, ouais. forcément de nécessité à devoir les regarder avant la visite. Ça dépend un peu des cas. Moi, ce que je vous dirais un peu en conseil final là-dessus, c'est quand même des fois, quand vous visitez, de faire la distinction entre un défaut et un red flag. Pour moi, le défaut, c'est juste que, bah, quand vous achetez un bien, vous avez une logique d'investisseur. Ça, c'est bien, ça, c'est moins bien, ça, c'est bien, ça
ça faut éviter, etc. Et pour moi, le red flag, c'est vraiment le point qui fait que vous ne devez pas aller sur une opération. Après, c'est toujours pareil, comme dans tout investissement, dans l'immobilier, il y a toujours un prix surtout. Donc par exemple, un problème de toiture, pour moi, c'est considéré comme un red flag. Maintenant, si vous pouvez faire baisser le prix de 30 ou 40 000 euros pour vous laisser une marge de prévoir une enveloppe travaux près de la banque en sachant que vous allez devoir refaire la toiture ou parce que vous avez fait un devis et que vous savez que avec votre devis, c'est à peu près ce que ça vous coûtera de remettre la toiture à neuve, ben entre guillemets, c'est un red flag, mais comme vous avez pu négocier grâce à celui-là, ça fait en sorte que ça devienne intéressant. Pareil avec un locataire, vous devez acheter un bien, il y a un locataire très problématique dedans, pour moi c'est un red flag, c'est un gros problème à gérer, etc. Vaut mieux pas y aller. Maintenant, si vous avez une baisse sur le prix, vous achetez le bien 40 ou 50% en dessous du prix du marché parce que vous l'achetez avec le locataire problématique, ben là pour le coup, ça c'est quelque chose qui fait en sorte que ça compense un peu ce problème-là que vous allez devoir gérer. Donc c'est toujours à vous de faire la part des choses là-dessus, mais voilà, pour moi quand je dois acheter un bien, je m'arrête pas à un défaut. Pour moi le défaut c'est une petite négociation mineure sur le prix, et maintenant les red flags c'est des grosses négociations ou tout simplement de laisser tomber si vraiment vous n'avez pas envie de gérer des trop gros problèmes. Ok. Est-ce que tu as un dernier truc à dire Non, c'est sur bon, cet épisode? j'ai fini, c'était la dernière chose. On vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à nous les dire. En vrai, ça serait intéressant d'avoir un peu votre avis là-dessus et vos expériences, surtout de red flag lors des visites. Donc, ça me fait toujours rire d'entendre les anecdotes des autres. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide à nous faire monter dans l'algorithme, à nous suivre sur Instagram avec La Fouserie et Quitte le Boomer Dream. On se retrouve également bientôt sur YouTube, donc restez connectés. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Ciao.